un monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est aussi intriguant, rien n'est aussi fascinant et angoissant que le sentiment du mystère qui nous envahit lorsque nous faisons face à l'inconnu. En juillet 1937, à Naden Harbor, un petit port isolé au nord des îles de la Reine-Charlotte, des pêcheurs font une étrange découverte. Mais de quoi s'agit-il au juste? Jules Verne en a fait un monstre de roman. Les légendes scandinaves l'appellent Kraken. Les calmars géants capables d'enlacer de leurs tentacules une embarcation ont-ils existé? Certains témoignages sont pour le moins surprenants. Des témoins jurent avoir vu un serpent dans les eaux du lac Manitoba. Durant cette fièvre aux monstres, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Manitoba monte une expédition commanditée par le gouvernement. Rien de trop beau pour Manipogo. Des plaisanciers aperçoivent des sillages étranges à la surface de l'eau du lac Okanagan. Cette chose sous la surface serait-elle le légendaire monstre lacustre Ogopogo? Ici Michel Dumont. Voici Dossier Mystère. Lorsqu'il est question de monstres marins ou lacustres, les sceptiques questionnent « mais où sont les preuves ?» En 1937, des ouvriers attachés à un avant-poste de pêche aux îles de la Reine-Charlotte, en Colombie-Britannique, sont peut-être tombés sur l'une de ces preuves. Presque 70 ans après les événements, leur découverte fait toujours l'objet d'un débat. Naden Harbor, poste de pêche situé à l'extrême nord des îles de la Reine-Charlotte, est en ce mois de juillet 1937 bouillant d'activité. En effet, les baleiniers y ramènent leurs prises afin qu'elles y soient dépecées et transformées en produits d'utilisation courante. Ce jour-là, les pêcheurs ramènent un grand cachalot capturé au large de Langara Island. En lui ouvrant l'estomac, les ouvriers s'arrêtent stupéfaits. Outre les restes à moitié digérés des habituels poissons et mollusques, les hommes découvrent un long animal filiforme, un animal comme ils n'en ont jamais vu. La chose, à peine rongée par les sucs gastriques, présente des caractéristiques tout à fait singulières. Son corps, semblable à celui d'une énorme anguille, fait 3 mètres de long pour 15 cm de diamètre. Sa tête rappelle celle d'un cheval ou d'un chameau. Les hommes sont si surpris par cet animal inconnu qu'ils décident de l'étendre sur une table de fortune pour le photographier. Pendant qu'ils s'affairent, une rumeur gagne tous les bateaux du port. On aurait découvert un Cadborosaurus, ce mystérieux serpent de mer qui entrait les eaux de la côte ouest du Canada. La croyance voulant qu'un monstre marin habite les eaux à l'ouest de la Colombie-Britannique n'est pas nouvelle. De nombreuses légendes autochtones en font état, et l'art amérindien l'a 1000 fois représenté sous forme stylisée. L'histoire du Cadborosaurus remonte au folklore amérindien. Il y a plusieurs noms, Highest Chocolate ou Hate Lick. Il y a même des îles dédiées à un rituel amérindien où les jeunes doivent voir le serpent de mer pour enfin passer à la vie adulte. Ainsi, le Cadborosaurus représente un aspect historique important dans la culture indigène. Cadborosaurus est le nom donné à un grand animal aquatique en forme de serpent qui réside principalement dans les eaux profondes de la mer, au bord des côtes, ainsi que dans des lacs de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. Cette description correspond exactement
à ce qu'ont vu le 1er octobre 1933 le major W.H. Langley et son épouse. Où avez-vous vu Cadet? À la pointe de Discovery Island. Dans un petit bateau. Oui, dans un petit bateau. Nous naviguions paisiblement. Voilà Discovery Island, n'est-ce pas? Tout à fait, au-delà de la pointe. Au-delà de la pointe? Oui. Alors qu'ils naviguaient dans la baie de Cadborough, au large de Victoria, ils ont vu émerger des profondeurs une grande tache sombre. La créature leur parut être un énorme serpent dont le corps ondulait à la surface de l'eau. Aviez-vous peur? Nous étions plutôt curieux, car nous n'avions jamais rien vu de pareil. L'avez-vous déclaré immédiatement? Au fait, un journaliste nous a appelés en soirée. Alors vous n'aviez aucun doute que c'était réel? Absolument. Il y avait définitivement là une bête que nous n'avions jamais vue avant. Suite au récit de leur rencontre dans le Victoria Daily Times, les lecteurs proposèrent de baptiser la créature de la baie de Cadborough, Cadborosaurus. Cadborosaurus exists. L'existence du Cadborosaurus est sans doute récente. Il n'en existe aucune empreinte de fossile. From any period. And it is cold-blooded. C'est une créature à sang froid qui tolère une température d'eau allant de 4 à 15 degrés. 4 degrees to 15 degrees. And it has a long, En slender plus, son body, corps allongé n'est pas isolé comme une baleine, ni protégé par un pelage. heavy hair on it, coat. So that type S'il of s'agissait body- d'un animal à sang chaud, il ne survivrait pas au froid. So we believe it's cold-blooded and Donc, à sang froid, il n'a pas besoin de respirer de l'air. stay down. Il n'a pas besoin non plus de beaucoup de nourriture et peut ainsi demeurer submergé pendant de longues périodes de temps. Depuis l'observation des Langley en 1933, d'autres rencontres, cette fois plus récentes, ont été rapportées. In 2004, I was at a beach En 2004, j'étais à la plage avec ma fille en train de lancer des pierres dans l'eau. water, and out of the corner Du of my coin de l'œil, j'ai aperçu un genre de créature qui nageait à la surface de l'eau. something caught my eye. There was some sort of creature, there was some animal in the water. Elle bougeait très vite en faisant du va-et-vient. The animal was traveling up and down in the water, and you know, Je I l'ai watched regardée environ 20 secondes animal for about et tout à coup, elle est disparue sous la surface. along the top of the water, and then it went under the water, disappeared. In recorded history, Les preuves historiques existent depuis environ 2 siècles. 2 centuries. And the first Le premier témoin a été un marin qui a noté son observation à bord d'un navire du capitaine Cook. sailors in Captain Cook's crew. And he wrote Depuis, on l'aperçoit environ 3 fois par année. seen them on an average of 3 times per year ever since that time. Les hommes ont la capacité de naviguer depuis des milliers d'années. Pourtant, nous en connaissons très peu sur la vie dans nos océans. Le regretté Jacques-Yves Cousteau disait que nous en savons plus sur la Lune que sur ces océans qui nous entourent. La science a souvent ridiculisé l'existence de créatures telles le Sasquatch ou le monstre du Loch Ness. Étrangement, le Cadborosaurus a soulevé l'intérêt de 2 scientifiques, les docteurs Ed Bousfield et Paul LeBlanc. Ils ont écrit un livre sur la bête et ont proposé une classification scientifique officielle. Malheureusement, ils ne sont pas pris très au sérieux. J'espère toutefois que la science va garder un esprit ouvert à cet égard. Malheureusement pour les scientifiques, il ne reste aujourd'hui pratiquement rien de la carcasse de l'animal extirpé de l'estomac du cachalot de Naden Harbor. Nous n'avons aucune idée de ce qui est arrivé à la carcasse du port de Naden. En principe, elle devait être envoyée à la station biologique de Nanaimo. La bête devait être partagée entre l'université et le musée de Victoria. Il y a quelques années, Bousfield a découvert qu'elle avait séjourné à Bellevue, conservée dans de l'acétone.
C'était une attraction touristique présentée avec la mention « Venez voir le serpent de mer ». Nous n'avons hélas pas de photos. Nous savons aussi que des parties de nageoires et le corps ont été envoyés à Victoria. Nous ignorons ce qui est advenu de la tête. Un véritable mystère, mais aussi une terrible perte pour la science. J'espère que si une affaire semblable se reproduit, le corps entier, mais surtout la tête, seront conservés. On ignore avec certitude ce qui est advenu de la carcasse de Naden Harbor. Certains prétendent que les restes ont été ensevelis aux îles de la Reine Charlotte. D'autres jurent que la carcasse a été envoyée sur le continent, d'où on a perdu sa trace. Pour l'heure, les seules preuves physiques dont nous disposons pour juger de son existence restent, hélas, ces quelques photos d'un animal inconnu prises il y a 70 ans. Des clichés qui révèlent que le doute fait partie de la connaissance. Les monstres marins fascinent. Certains auteurs ont d'ailleurs su exploiter avec succès cet engouement. Pour ceux et celles qui ont lu 20 000 lieues sous les mers, l'un des moments les plus angoissants du roman de Jules Verne reste ce combat dantesque entre le capitaine Nemo et une pieuvre géante. Sans doute inspirée par les récits des marins, la bête imaginaire de Jules Verne est-elle vraiment fictive? Septembre 1901. Le capitaine S.F. Scott est aux commandes d'un canot de sauvetage en direction du phare de Race Rocks au large de l'île de Vancouver. De là, il pourra guider le voilier dans lequel il se trouvait en lui indiquant un passage et un endroit sécuritaire pour accoster. Mais le vent est tombé et le voilier, emporté par les forts courants, dérive vers des récifs dangereux. Scott progresse vite lorsque soudain une présence inattendue le menace. Dans l'obscurité, son embarcation est frappée de plein fouet et le capitaine est projeté dans les eaux froides du Pacifique. Le marin émerge à la surface, repère son canot renversé, nage aussitôt en sa direction. Scott rejoint l'embarcation, se glisse en dessous et s'agrippant au montant, tente de le retourner. Sous l'eau, une forme s'enroule alors autour de son mollet à la manière d'un serpent agressif. Avant même que l'animal ait le temps de refermer son étreinte, le capitaine Scott comprend l'horreur de la situation. Une pieuvre est en train de s'agripper à sa jambe. Et à en juger par la grosseur du tentacule, l'animal doit faire dans les 15 à 20 mètres de long. La pieuvre tente d'immerger sa proie, mais Scott s'accroche désespérément au canot. Scott va se battre pendant près d'une demi-heure pour sauver sa vie. Là, de cette lutte invraisemblable, l'animal relâche finalement son étreinte et disparaît dans les eaux sombres, abandonnant l'homme exténué. Les légendes scandinaves l'appellent Kraken, une pieuvre ou un calmar si gigantesque qu'il serait capable d'enlacer dans ses tentacules un navire entier pour l'entraîner dans les profondeurs. L'histoire du Kraken date de plusieurs siècles. Au fait, dès le début de la navigation, les premiers marins, très superstitieux, ont témoigné avoir vu des créatures inconnues lors de leurs voyages océaniques. L'histoire exagérée du Kraken est probablement basée sur les premières observations de calmars géants. Ces visions, combinées à la mythologie et à leur peur, ont hissé le calmar géant au rang de créature monstrueuse. Pour ceux qui ont lu 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ou encore qui ont vu le film dans lequel un kraken attaque le Nautilus du capitaine Nemo, la question se pose. Le kraken, cet animal légendaire, existe-t-il vraiment? Je crois simplement que Jules Verne était un bon écrivain avec une imagination très fertile. Le film 20 000 lieues sous les mers a fait du calmar géant une menace pour les navires et un monstre mangeur d'hommes. Il n'y a aucune preuve concrète pour valider cette caricature morbide, sauf de longs tentacules gluants. Jusqu'au 19e siècle, la science ne voyait dans le kraken qu'une créature mythique, comme les licornes ou les sirènes.
Mais la découverte de carcasses de grande taille, entre 7 et 10 mètres, a amené les zoologues à s'intéresser aux légendes du kraken. Même si ces carcasses étaient loin des dimensions attribuées au mythique kraken, les scientifiques étaient néanmoins disposés à croire en l'existence de pieuvres de très grande taille vivant dans les profondeurs abyssales. En réalité, un spécimen de calmar peut atteindre une longueur de 12 à 15 mètres, du sommet de la tête à la pointe d'un tentacule. Rien ne prouve qu'il puisse sortir ses tentacules de l'eau, encore moins saisir un navire ou un homme. Les gens imaginent cette force irréelle quand ils aperçoivent sa taille impressionnante à la surface de l'eau. Un événement survenu à Terre-Neuve a vraiment pavé la voie à l'étude des pieuvres géantes. En octobre 1873, Daniel Squires, Theophilus Pickett et son jeune fils de 12 ans, Tom, pêchent au large de Portugal Cove. Soudainement, les hommes aperçoivent une grande masse pâle qui flotte entre deux eaux. Ils ont aperçu une masse inerte sur l'eau et se sont approchés pour l'examiner. Tout à coup, en la touchant, le calmar géant s'est mis à bouger tout en essayant de renverser le bateau. C'est à ce moment-là que le jeune Tom Pickett s'empare d'une hachette qu'il abat avec toute la vigueur de ses 12 ans sur les bras visqueux de la pieuvre, sectionnant 3 de ses tentacules. Effrayé et blessé, le calmar a disparu sous la surface en lançant un jet d'encre. Rapidement, les pêcheurs ont regagné la berge. Évidemment, personne ne les a crus, mais ils avaient des preuves concrètes. Ils ont exhibé les tentacules qu'ils ont ramenés sur la berge. L'un des tentacules a été mangé par un chien, un autre a disparu, et le dernier a été examiné par un chercheur de St. John's. Le membre amputé va se révéler la première véritable preuve matérielle de l'existence d'une toute nouvelle espèce de calmar géant. Aujourd'hui, un siècle après l'aventure du jeune Tom Pickett, le calmar géant est devenu une réalité scientifique. Malheureusement, les études n'ont pu se faire à ce jour qu'à partir de carcasses rejetées sur les côtes de Terre-Neuve ou de la Nouvelle-Zélande. Personne n'a jamais été capable d'étudier la bête dans son environnement et encore moins de la filmer. Tant et si bien que malgré son passage de légende à réalité, le calmar géant demeure une énigme. Même sa taille fait l'objet de mésententes entre les experts. Actuellement, les chercheurs sont d'avis qu'un calmar géant peut atteindre 20 mètres de long. Bien sûr, il existe depuis des siècles des écrits littéraires et folkloriques et même scientifiques qui parlent de calmars aussi longs que 30 mètres. Mais nous n'avons aucune preuve concrète que de telles bêtes existent. À en croire certaines rumeurs, les calmars géants pourraient largement excéder les 15 ou 20 mètres proposés par les scientifiques. Des pêcheurs affirment en effet avoir observé sur la peau de cachalot des marques de ventouses vraiment géantes. Les comptes rendus de marques de ventouses géantes observées sur des baleines, 15 cm, 30 cm ou même 45 cm de diamètre, sont toujours exagérés. Il n'y a aucune preuve en ce sens. Les plus grosses traces de ventouses documentées mesuraient 8 cm de diamètre, comme ceci. La taille de ces animaux n'est pas le seul sujet de divergence. Les experts ignorent avec précision quelles sont les habitudes alimentaires, la longévité et les mœurs de ces monstres marins. On ignore même s'il n'existerait pas plusieurs variétés de calmars géants. Architeuthis a été considéré depuis toujours comme étant le calmar géant. En 1925, une autre espèce encore plus grande a été découverte. Il s'agissait d'un spécimen juvénile, mais sa taille était comparable à celle d'un spécimen adulte de la variété géante déjà connue. Mesonychoteuthis, appelé aussi calmar colossal, vit dans l'Antarctique et se nourrit de poissons.
qui peuvent avoir jusqu'à 2 mètres de long. Au fait, les carcasses de calmars géants que nous étudions proviennent souvent des estomacs de baleines. Ce sont les baleines qui mangent les calmars géants, et non l'inverse. Même si on ne leur connaît pas un caractère particulièrement belliqueux, les calmars géants peuvent à l'occasion se révéler d'inquiétants prédateurs. En mars 1941, le transporteur de troupes britanniques Britannia est coulé par un navire allemand dans l'Atlantique Nord. Des rescapés parviennent à monter sur un petit bateau, si exigu que certains doivent rester dans l'eau, cramponnés au bateau. De temps en temps, ils échangent leur situation inconfortable dans les eaux froides contre celle un peu plus sûre de leurs compagnons sur l'embarcation renversée. Une nuit, survient un calmar géant. De l'un de ses tentacules, il enlace un homme, l'arrache au radeau et l'entraîne dans les profondeurs pour revenir à la charge et s'attaquer au lieutenant Cox. Mais curieusement, cette fois, l'animal n'insiste pas. D'après les survivants, l'animal, par la longueur de ses tentacules, devait mesurer dans les 15 mètres de long. Dans les années 1970, le Canada s'est hissé en tête de liste pour l'étude des calmars géants, grâce au regretté docteur Frederick A. Aldrich de l'Université Memorial de Saint-Jean-Terre-Neuve. Frederick Aldrich était d'origine américaine. Il a étudié la biologie marine à l'Université de Terre-Neuve. Au début, il s'est intéressé aux calmars en général pour ensuite se consacrer uniquement aux spécimens géants. Il a étudié une quinzaine d'entre eux, ce qui lui a valu une expertise internationale. En 1988, le scientifique a fait circuler des tracts aux 4 coins de Terre-Neuve, invitant tous les riverains et pêcheurs à lui signaler la découverte de toute carcasse de pieuvre ou autre animal non identifié. En 1988, Frederick Aldrich a essayé de filmer les calmars dans leur habitat naturel en utilisant une caméra submersible. Il a obtenu la collaboration de la marine canadienne et son expédition a été subventionnée en partie par la société américaine du National Geographic. Il était au bon endroit au bon moment. Malheureusement, les calmars géants, eux, ne se sont pas montrés. Néanmoins, au fil des ans, ces recherches ont révélé le peu que nous savons aujourd'hui sur ces fantastiques monstres des profondeurs. Est-il possible que la légende du Kraken ait été inspirée par des histoires de marins qui, à l'instar du jeune Tom Pickett, se soient retrouvés face à face avec des calmars géants? Véhiculés par la peur et la rumeur, ces témoignages ont-ils contribué à entretenir un mythe factice ou, au contraire, nous ont-ils permis de progresser dans notre connaissance des océans et des mystères qui s'y cachent? Dans son livre « The Search for the Giant Squid », l'auteur Richard Ellis écrit que sans la perspective de ces grands animaux inconnus, les grandes profondeurs abyssales nous sembleraient bien monotones. Jules Verne serait sans doute d'accord avec lui. Lorsque des gens affirment avoir vu un monstre lacustre, personne ne doute qu'ils aient réellement vu quelque chose. La question est plutôt, qu'ont-ils vu? Observés depuis les berges, une foule de choses peuvent faire illusion. Des jeux de lumière, des oiseaux aquatiques, des vagues, des bancs de poissons, des embarcations, des troncs d'arbres. Mais les illusions d'optique peuvent-elles vraiment tout expliquer? Bien que fraîche, la journée est magnifique à Manipogo Beach, sur la berge du lac Manitoba. Parmi les vacanciers se trouve un certain A.R. Adams, résident de la région. Soudainement, quelque chose au large attire son attention. Il s'agit de bosses apparemment en mouvement à la surface de l'eau. La créature filiforme ondule comme le ferait une anguille géante. Adams estime qu'à elle seule, la tête fait dans les 25 cm de large, sans yeux ni bouche apparemment. Adams et les autres témoins ajouteront leur récit à des dizaines d'autres qui affirment avoir observé le même genre de créatures lacustres dans les lacs Manitoba, Winnipegosis et Winnipeg.
Ce jour-là, le nom de Adams s'ajoutera à la longue liste de ceux qui affirment avoir vu Manipogo. A priori, les grands lacs manitobains constituent un environnement idéal pour l'évolution de grands animaux lacustres. Pourtant, les récits faisant état d'une bête inconnue dans les eaux des lacs Manitoba, Winnipegosis et Winnipeg sont tout à fait contemporains. Dans les traditions des Premières Nations amérindiennes du Manitoba, il n'y a aucune référence à Manipogo. Par contre, au début des années 1900, il y a eu toute une série de rapports à son sujet. Quelle que soit sa nature, Manipogo est un monstre plutôt récent. La créature du lac Manitoba n'a pas alimenté autant de témoignages qu'Ogopogo ou d'autres monstres lacustres. Par contre, les témoignages sont tout à fait crédibles. La créature aurait été vue dans 6 lacs différents. On parle des lacs Manitoba, Winnipegosis, Dirty Weir, Cedar et Dauphin. Ces lacs sont tous reliés entre eux par des rivières. Il n'est donc pas contradictoire que la bête ait été rapportée dans l'un ou l'autre de ces lacs. Vers 1913 ou 1918, un prospecteur a raconté avoir vu brièvement dans l'eau une créature en forme de serpent. Ensuite, les observations ont été rapportées au rythme d'une tous les 10 ans. Puis dans les années 1940-1950, des dizaines de témoignages ont été colligés. En 1957, les quelques cas rapportés semblent assez sérieux pour que le ministre manitobain de l'Industrie et du Commerce de l'époque, Bud Jobin, mette sur pied une expédition scientifique pour jauger de la réalité de la bête lacustre. Le Manitoba est une province peu peuplée, contrairement à la Colombie-Britannique. Qui plus est, les secteurs autour de ces lacs ne sont fréquentés qu'en période estivale, comme la célèbre plage Manipogo où l'animal aurait été vu plusieurs fois. On comprend qu'en raison de la faible densité des populations sur ce territoire, un territoire qui n'est pas non plus un moteur touristique du Manitoba, les occasions de voir l'animal restent faibles. Il est désormais impossible de parler de bêtes lacustres sans penser à Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness. Je pêchais sur le Loch Ness quand j'ai aperçu un objet en forme de baleine. L'avant formait comme une masse, et derrière on aurait dit qu'elle se continuait à l'infini. La partie émergée faisait 10 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur sur l'avant. L'arrière paraissait sans fin. À l'hiver 1918, Oscar Frederickson voit les glaces du lac sur lequel il se trouve se briser avant d'être soulevé dans les airs. Il déclare alors que ce mouvement est dû à un grand animal marin comme une baleine. En août 1962, Cornfall et Vincent ont raconté qu'ils avaient vu une créature lacustre, possiblement le fameux Manipogo. Il est environ 16 heures quand les deux hommes reviennent à leur camp. Soudain, à 300 mètres devant leur embarcation, les pêcheurs voient apparaître un animal filiforme se déplaçant lentement, en ondulant le corps de haut en bas. Vincent s'empare de son appareil photo et prend 3 clichés de l'animal. Pour les deux hommes, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Manipogo. Après quelques instants, l'animal replonge sous les flots. Pendant de longues minutes, les deux pêcheurs vont patrouiller le secteur dans l'espoir de voir la bête émerger de nouveau, mais en vain. On ne peut pas tirer de conclusion définitive en regardant la photographie. Il n'y a aucune référence pour évaluer la taille de l'animal. Sur certaines versions du cliché, on peut voir une partie du bateau.
Or, si on la compare à la créature, la bête ne paraît pas très grosse. La surface de l'eau ne semble pas non plus agitée par l'animal ou par un remous. Il n'y a pas de vagues. Il pourrait très bien s'agir d'un tronc d'arbre ou d'une branche, par exemple. Mais l'aspect le plus douteux de l'affaire vient des propos tenus par Cornfall et Vincent en 1974. Les deux hommes ont tenu à préciser qu'ils n'avaient jamais dit avoir photographié Manipogo, mais seulement quelque chose sur le lac. Mais seulement quelque chose sur le lac n'a rien de très excitant ni de très convaincant. Je serais même tenté de dire que cette photographie ne doit pas être considérée comme une preuve de l'existence de Manipogo. Suite à la photo de Vincent et Cornfall, il aura fallu attendre près de 20 ans pour que la bête refasse surface. Cette fois, ce sont deux pêcheurs naviguant près de Pelican Rapids, dont l'embarcation heurte une créature de 5 mètres de long, semblable à un serpent. Au moment de l'impact, le monstre sort la tête de l'eau. Paniqué, l'un des deux hommes épaule sa carabine et fait feu sur l'animal qui replonge aussitôt. Apparemment indemne. Nous parlons ici de ce qui m'apparaît comme plusieurs créatures d'une seule et même espèce qui seraient présentes dans plusieurs lacs. Ces groupes présenteraient des variations comme on en rencontre chez les chiens. On a par exemple des chihuahuas, mais aussi des bergers allemands, on a des rottweilers et des labradors. Pourtant, ce sont tous des chiens. S'il y a des variations entre les créatures, elles s'expliquent peut-être par des facteurs environnementaux ou par leur mode de reproduction. Mais croire qu'il puisse exister plusieurs espèces de créatures lacustres me semble très improbable. Tous deux férus de pêche, Beatrice Anna et son mari garderont de cette soirée sur le lac Manitoba un souvenir impérissable. Une fois arrêté, mon mari s'est retourné pour soulever le moteur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit semblable à de l'eau contre le rivage. Un bruit très fort. À moins de 200 mètres de leur embarcation, la bête, qui n'avait rien d'un poisson, avait plutôt une tête qui ressemblait à celle d'un cheval. Nous l'avons observé pendant peut-être 2 minutes et demie. Il a parcouru une distance d'au moins 1/4 de mille pendant ces 2 minutes. J'étais vraiment effrayé par la vague que faisait la bête, mais aussi par la longueur de l'animal derrière cette vague. Mon mari voulait remettre le moteur à l'eau pour aller le rattraper. Je ne vous répéterai pas ce que je lui ai répondu. Il n'en était pas question. J'avais trop peur. Cet homme avait vu la créature lorsqu'il était enfant dans les années 1960. Lui et ses amis pique-niquaient alors près du lac. Tous les gens présents avaient vu aussi le Manipogo, incluant les adultes sur la plage. Sa seconde apparition l'a laissé aussi surpris que la première fois. Le fait d'avoir vu 2 fois la créature est tout à fait remarquable. Si pour certains, la présence d'un grand animal dans les eaux des 3 principaux lacs manitobains semble indéniable, les sceptiques, eux, rappellent que les cours d'eau du Manitoba sont réputés pour leurs esturgeons géants, certains faisant plus de 3 mètres de long. Ce n'était certainement pas un esturgeon. Ces poissons n'ont pas une tête comme celle d'un cheval. Et son énorme tête était bien visible au-dessus de l'eau. La faille dans cette hypothèse est la tête au-dessus de l'eau, qui ressemblait à celle d'un cheval ou encore celle d'un lézard. Normalement, les esturgeons montent à la surface pour se dorer au soleil. Mais on ne voit que leur corps, ils ne peuvent pas sortir leur tête de l'eau. Si Manipogo existe, s'agit-il d'un poisson, d'un serpent? Est-il un survivant de l'ère des dinosaures? Les questions sont nombreuses. Parle-t-on d'un ou de plusieurs animaux?
Et s'ils sont plusieurs, peuvent-ils se reproduire? Comment survivent-ils aux longs hivers manitobains quand les lacs sont gelés? Hibernent-ils dans quelques cavernes sous-marines? Lorsqu'on évalue l'existence d'une créature comme Manipogo, la liste des questions est longue et écrasante. J'ai éliminé la théorie du plésiosaure. D'abord parce qu'il s'agissait d'un reptile et les reptiles ne survivent pas très bien dans les eaux froides, comme c'est le cas au Canada, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique. Or, nous avons des rapports d'observation qui proviennent de toutes ces provinces. Personnellement, je crois que cet animal est un amphibien, puisqu'il a été observé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'eau. Il est toujours possible qu'il s'agisse aussi d'un mammifère, mais j'ai des sérieux doutes que ce soit le cas. Dans son livre intitulé « In the Domain of the Lake Monsters », le chercheur canadien John Kirk écrit que les enquêtes sur les monstres ont été entachées par de nombreuses fraudes et par des attitudes douteuses. Plusieurs observations, ajoute Kirk, ont littéralement été mises en pièces par les scientifiques et les sceptiques. Mais en dépit de ce constat, certaines observations résistent toujours à l'analyse. En 1994, la Société canadienne des postes a émis 4 timbres à l'effigie de créatures fabuleuses qui ont marqué le folklore canadien. Il y avait le kraken, le calmar géant des légendes de la mer, le Sasquatch, l'abominable homme des bois de l'Amérique, le loup-garou, cette bête mi-homme mi-loup de nos cauchemars, et Ogopogo, le monstre lacustre du lac Okanagan en Colombie-Britannique. La journée est venteuse au lac Okanagan. Susan Allison est inquiète. La jeune femme anticipe le pire en regardant les nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Elle craint que le mauvais temps ne surprenne son mari, parti la veille en bateau pour l'autre rive du lac. Si l'orage éclate, le pire est à craindre pour John. Sur le lac, des vagues commencent à se former, menaçantes. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle remarque une masse sombre qui se déplace contre le vent en fendant les vagues. Elle réalise que ce qu'elle croyait n'être qu'un tronc d'arbre à la dérive est en fait un animal aquatique filiforme d'au moins 15 mètres de long. Pendant de longues minutes, Susan Allison reste là, les yeux fixés sur le lac. Tout son esprit n'est occupé que par un nom, Naitaka. Il semble que le serpent Naitaka soit inscrit dans les croyances populaires amérindiennes de Colombie-Britannique depuis des siècles. Naitaka signifie « démon des eaux ». À lui seul, ce nom démontre bien le respect que les Premières Nations portaient à cette créature qui, au fil des ans, est devenue une attraction touristique. Ogopogo, la créature du lac Okanagan, existe dans la conscience collective depuis au moins 300 ans. Il existe aussi un riche folklore amérindien à son sujet. On lui donne plusieurs noms, Naitaka, Nahahaitk et plus récemment Ogopogo, comme on le désigne aujourd'hui. Au fond, peu importe le nom que la bête prendra au fil des décennies, ce qui est frappant, c'est que l'image que l'on en a demeure toujours la même. Les souvenirs offerts aux touristes de passage sont là pour nous le rappeler. Et la créature lacustre, au rendez-vous pour Susan Allison en 1872, est toujours là aujourd'hui. Le 9 juillet 2001, j'ai vu un objet en forme de serpent sur la surface du lac Okanagan. Il mesurait environ 12 mètres de long. Beaucoup de gens disaient que c'était une vague, mais cette vague bougeait de façon verticale du sud au nord plutôt que d'est en ouest, dans le même sens que les rives du lac. Les parties émergées brillaient au soleil. C'était certainement quelque chose de solide.
Nous étions 6 personnes dans le bateau et nous sommes tous d'avis que c'était quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. We all knew that this was something that we hadn't seen before. J'ai eu plusieurs expériences extraordinaires et personnelles avec cette créature. De profession, je suis un journaliste plutôt critique et sceptique. Lors de ma première rencontre avec Ogopogo, cela remonte à 1987 et j'en ai eu 11 depuis, j'ai été tout à fait médusé. Je ne pouvais pas concevoir qu'une telle créature puisse exister au milieu d'un endroit aussi densément peuplé. Mon expérience est assez semblable à celle de tous ces autres témoins qui, eux aussi, ont vu le phénomène du lac Okanagan. Un an plus tard, jour pour jour, alors que je me rendais à mon travail en marchant le long du lac, j'ai aperçu ce qui m'a semblé être 2 créatures dans l'eau, l'une à côté de l'autre. La surface du lac était très calme et il n'y avait aucun bateau dans les environs. J'étais très étonné. Je ne m'attendais pas à revoir cet animal, surtout pas un an après. Dans les 2 cas, je ne cherchais pas à voir la créature. Elle s'est manifestée, c'est tout. En 1860, un certain John McDougall, un métis travaillant pour la compagnie de la baie d'Hudson, entreprend de faire passer ses chevaux sur l'autre rive. Pour ce faire, il attache les bêtes à son embarcation et commence à traverser le lac. À mi-chemin, les chevaux qui nagent derrière l'embarcation se débattent et disparaissent sous les flots. McDougall est terrifié. Ce qui a attiré ses bêtes dans l'abîme risque de l'entraîner à son tour. McDougall n'a d'autre choix que de couper la traîne pour se libérer de cet agresseur invisible. Il pagaie ensuite de toutes ses forces jusqu'à l'autre rive. De nouveau sur la terre ferme, il scrute les flots pendant de longues minutes, espérant voir réapparaître ses bêtes. On ne retrouvera jamais rien des chevaux de John McDougall. Cet animal possède les caractéristiques d'un amphibien plutôt que celles d'un reptile aquatique, comme l'était le plésiosaure ou l'élasmosaure. Il est possible que nous soyons ici en présence d'une espèce très ancienne, une relique du passé. Ou encore, et cela n'a rien de contradictoire, une espèce tout à fait nouvelle. Ogopogo fascine toujours. C'est pourquoi les récentes missions de recherche n'ont pas lésiné sur les moyens scientifiques disponibles pour scruter les fonds du lac Okanagan. La recherche d'Ogopogo doit être scientifique. Après tout, nous sommes ici à la recherche d'un spécimen biologique. Nous cherchons un animal dans le but précis de l'identifier et de l'homologuer scientifiquement dans un catalogue taxonomiste. Mais force est de reconnaître que lorsqu'il est traqué avec tout l'attirail scientifique, l'animal préfère se faire discret. En fait, c'est lorsqu'on s'y attend le moins que la bête se manifeste. Toutes les photos, tous les témoignages, tous les croquis ne prouveront malheureusement jamais, hors de tout doute, l'existence du monstre lacustre. En l'absence de toute preuve physique de cet animal, comme une carcasse, des embryons, des spécimens juvéniles ou des œufs, nous ne devons nous en remettre qu'aux seules preuves photographiques. Scientifiquement parlant, pour reconnaître l'existence d'un animal, il faut produire un spécimen bien concret. À défaut, une créature comme Ogopogo reste dans le domaine du peut-être. Au Canada, aucun monstre lacustre, réel ou imaginaire, n'a suscité autant d'intérêt que Ogopogo. Certains auteurs n'ont pas hésité à le comparer à Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness en Écosse.
En 1989, le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a même adopté une loi interdisant la chasse à Ogopogo. Même si l'existence d'Ogopogo reste l'objet d'une vive controverse, certains élus ont compris que dans le doute, mieux valait prévenir que guérir. Rencontres insolites, disparitions mystérieuses, faits étranges, légendes fabuleuses. Quelqu'un pourrait peut-être nous révéler enfin la vérité cachée derrière ces mystères extraordinaires. Et peut-être que cette personne, c'est vous.